OK. Et ben, bonjour à tous et merci pour cette nouvelle occasion de présenter, pour nous les travaux de la feuille de route avec Élise. On commence à être rodés parce qu'on fait cette présentation à 2 voix assez régulièrement. Et c'est ce qu'on se disait en préparant un peu ça, ce sera sûrement un peu les dernières fois où on va présenter on va présenter sous cette forme-là, en tout cas, ce document parce qu'il est maintenant, il a été publié maintenant il y a au mois d'octobre, donc voilà, ça fait un certain temps. Donc maintenant, c'est vrai on est dans sa mise en œuvre et donc les futures présentations seront plus axées sur, les points d'étape de mise en œuvre. Mais c'est l'occasion là pour tous ceux qui en ont peut-être pas forcément connaissance, d'avoir les grandes lignes de cette feuille de route. Alors, on va passer plus ou moins rapidement. Moi, je vais vous faire si j'arrive à passer mes slides, je vais vous faire, voilà, ça vous permet de voir un petit peu le déroulé de notre présentation avec Élise. Moi, je vais vous présenter les objectifs de cette feuille de route et sa méthodologie la manière dont on l'a élaborée. Et puis après, on a fait un petit focus sur certaines actions qu'on va vous présenter. Évidemment, on ne les présente pas toutes parce qu'il y en a une quarantaine, donc ce serait trop long. Mais on tâchera de toute façon, la feuille de route est disponible en ligne et en plus de ça, on la renverra à Rachel pour qu'elle puisse la diffuser auprès de vous tous. Donc, en quelques mots, les objectifs, l'origine même de cette feuille de route, en fait, elle est issue de travaux déjà existants, qui avaient été faits par la Confédération du nautisme et de la plaisance, que je n'ai pas présenté, mais pour en dire 2 mots. Donc la CNP est une structure qui rassemble une quinzaine de fédérations du nautisme et de la plaisance. Donc, des fédérations, en gros, en plusieurs collèges, donc il y a les ports de plaisance dedans, les fédérations sportives, les industries nautiques et enfin les associations et fédérations d'usagers, de plaisanciers. Donc voilà, tout ça, ça permet de regrouper au sein de cette structure toute la famille du nautisme et de la plaisance. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et donc pour revenir à la feuille de route, elle a été annoncée donc il y a 2 ans par l'ancien ministre Hervé Berville au Grand Pavois. Et donc, l'objectif, en fait, c'était de pouvoir avoir un document stratégique avec des objectifs pour la promotion des loisirs nautiques, pour développer une plaisance décarbonée, de qualité, écologique, etc., et créatrice d'emplois. Et aussi l'objectif de ce document, on va le voir, c'est il est calqué sur, le calendrier de la SNML et donc il permet aussi d'accompagner les documents stratégiques de façade et de bassin maritime pour les outre-mer. Donc voilà pour l'origine de ce document. Les grands enjeux donc, de cette feuille de route, un point important, c'est qu'il s'agit d'un document qui vraiment a été co-construit, donc, ce qui justifie aussi le temps de mise en œuvre. Et je sais que plusieurs d'entre vous, là je vois pas la liste des participants, mais je sais que vous êtes plusieurs à y avoir participé, à avoir contribué à ces travaux. Donc voilà, on a fait des travaux, entre la filière et l'administration. Donc voilà, partager une vision partagée public-privé. Et il faut noter aussi, c'est pas dans les slides, mais que ce document, ce qui est important, c'est que c'est le premier document stratégique pour la filière du nautisme et de la plaisance qui existe, qui est paru. Donc voilà, c'est la première fois que notre filière, on a là, pour les 5 prochaines années, un calendrier d'action à mettre en œuvre avec le soutien d'un certain nombre d'administrations. Donc voilà, les objectifs, ce sont les grands enjeux qui sont connus pour la filière, mais donc pouvoir développer le leadership français, européen, mondial, accélérer tous les sujets de transition évidemment, et vous en parlez. J'imagine que vous en avez parlé avant qu'on arrive. Les sujets d'attractivité aussi et d'acceptabilité qui sont importants dans la filière. Et enfin, l'accompagnement des territoires, mais aussi des usagers dans tous les sujets de modernisation et d'adaptation des infrastructures nautiques aux nouveaux usages et aux changements aussi climatiques. Donc voilà, la méthode d'élaboration, j'en ai déjà dit un mot, mais on avait un noyau vraiment un copie en fait de cette feuille de route qui était constituée de la DGEMPA, donc la Direction générale des affaires maritimes, et Élise la représente aujourd'hui, du SGMR et donc de certaines personnes de la Confédération. Donc très rapidement,
voilà, un petit résumé de cette feuille de route qui donc est découpée en 3 axes. Donc un pour tous les sujets de transition énergétique environnementale, un pour tous les sujets d'attractivité, de simplification et de sécurité des usagers. Et le dernier axe est dédié au sujet d'attractivité des territoires et vraiment de développement des pratiques nautiques. Donc voilà, ça c'est le grand découpage. Je rentre pas dans le découpage des groupes de travail qui correspond en fait à toutes les thématiques qu'on retrouve dans la feuille de route. Mais encore une fois, on fera passer le document parce qu'il est très long et donc ce serait trop long de vous le présenter. Mais donc voilà, c'était surtout pour vous donner un peu une image globale et pour vous dire que en fait toutes ces thématiques correspondent à des groupes de travail qui se sont réunis à plusieurs reprises et dans lesquels on a travaillé avec un certain nombre de personnes pour pouvoir en sortir des actions bien précises et concrètes. Donc voilà, un petit peu le calendrier de ces travaux et voilà aujourd'hui où nous en sommes, hein. Cette feuille de route a été publiée, enfin présentée officiellement. Elle a été co-signée par le président de la CNP et par la ministre Agnès Pannier-Runacher. Donc voilà, et donc sa mise en œuvre maintenant court jusqu'à 2030. Je rentre pas forcément, hop, dans les détails du calendrier. Alors, on a une petite vidéo de présentation qui permet de... Je sais pas si ça va fonctionner. Vous me dites si vous entendez. Oui, super. Par contre, on n'a pas le son. Ah, bon, alors c'est regrettable. Donc, je mets sur pause. Je sais pas comment faire À- pour vous donner à- le son. dans la barre qui s'affiche en bas de la vidéo, à droite, tu as un petit icône son, c'est peut-être là. Ouais, Non, mais c'est déjà fond. ouais. Je peux essayer de mon côté aussi. C'est pas en fait très grave parce que pour vous dire, il y a une bande son qui ne change pas grand-chose à ce qui est inscrit dans la vidéo, mais vous l'aurez aussi. On la retrouve sur la page du ministère sur lequel on trouve la feuille de route. Donc bon, je la laisse défiler, mais c'est un résumé de la feuille de route. Donc, voilà, donc ça a brossé toutes les... Enfin, en tout cas, en fait, ce qu'on a retrouvé dedans. Alors moi, en revanche, j'ai le son qui est à fond. C'est bon. Ce qu'on retrouve dedans, ce sont les actions prioritaires parce que je ne l'ai pas dit, mais dedans, on a 37 actions et Elise, tu me dis si je me trompe, mais on a 13 actions qui ont été fixées comme prioritaires avec la ministre à l'époque et on avait mis des actions prioritaires pour qu'elles puissent être réalisées le plus rapidement possible. Alors, ça devait être 2025 normalement, mais on a eu des petits retards de calendrier qui font que voilà, ce sont des actions prioritaires pour 2026. Et donc voilà, je vais laisser la main à Elise pour maintenant vous présenter certaines actions. Donc voilà, on a fait un zoom sur une petite, je sais plus, une petite dizaine d'actions qu'on vous présente voilà, qui sont en rapport avec les sujets de l'éco-navigation. Oui, tout à fait, Élise. Solveig. On a, autour des sujets de l'éco-navigation, on a sélectionné 6 actions. Et il se trouve que parmi ces 6 actions, il y en a 5 qui sont prioritaires. Donc, j'ai envie de dire, on a plutôt fait bonne pioche sur ce coup-là. Donc on a une première action qui est l'action numéro 2. Alors vous allez voir, elle est assez costaud en fait, elle prend 3 slides, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de chacune des sous-actions. Mais en tout cas, on a identifié une problématique, un enjeu et un levier autour des modes de propulsion alternatifs qu'il faudrait développer. Donc c'est à la fois évidemment le moteur électrique, mais pas que, ce sont aussi des carburants alternatifs qu'il faudrait pouvoir développer pour contribuer justement à une éco-navigation. Donc on a plutôt juste sur ce coup-là.
Donc, on a donc notamment pour ce qui est des navires électriques, donc il faudrait pouvoir avoir un accès facilité aux usines de production de batteries pour les constructeurs. Il faudrait aussi inciter les plaisanciers à acheter des navires à propulsion électrique. Donc ça, concrètement, on est en train de travailler dessus, notamment avec la révision de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, ce qu'on appelle la TIMUP. Donc c'est une taxe affectée qui est payée aujourd'hui par assez peu finalement de propriétaires de navires, parce qu'on ne taxe que 15% de la flotte. Et en touchant à certains paramètres, notamment sur les navires qui sont enfin, de petite taille, on va dire qu'ils sont, parce qu'on taxe à partir de 7 mètres la coque. Donc pour tous ces navires qui seraient entre 5 et 7 mètres, mais très fortement motorisés, on souhaiterait quelque part augmenter un petit peu leur taxe, mais en contrepartie, baisser la taxe pour les navires à propulsion électrique. Donc on a ce levier fiscal sur lequel on est en train de travailler. Solveig, on peut passer à la slide suivante. Donc on a aussi un travail à faire sur les carburants alternatifs. Donc, les carburants alternatifs, c'est notamment ce qu'on appelle le HVO, parce que le HVO est facilement compatible avec les moteurs actuels. Donc, il n'y a pas besoin de changer les moteurs, on peut juste changer le carburant que l'on met à l'intérieur. Mais pour ce faire, c'est pareil, il faut réussir à s'approvisionner en carburant alternatif. Donc, il y a un travail qui est à mener sur cet approvisionnement notamment avec, donc on créera un groupe de travail avec l'industrie, les énergéticiens et les ports de plaisance pour pouvoir identifier les possibilités de mettre à disposition ces carburants alternatifs. On peut passer à la slide suivante. Donc ensuite, il n'y a pas évidemment pas de plaisance sans port de plaisance et qui sont en fait les lieux où les navires s'avitaillent. Donc il est important aussi d'accompagner les ports de plaisance pour faire des bons choix, des bons choix pour permettre cette décarbonation. Donc est-ce qu'il faut plus de bornes de recharge rapide? Est-ce qu'il faut plus euh, de pompes à HVO ou bien est-ce qu'il faut mailler le territoire avec un approvisionnement à hydrogène? Tout ça, c'est des questions que l'on doit étudier sans se précipiter parce que tous les choix qui seront faits aujourd'hui vont être très impactants pour les décennies à venir. Donc, il y a un travail de fond à mener pour pouvoir développer ces approvisionnements alternatifs en réseau parce qu'il ne s'agit pas d'avoir juste un port de plaisance qui le propose, il faut que ça puisse mailler le territoire pour que le plaisancier puisse continuer à se déplacer et à naviguer d'un port à l'autre. Ensuite, on a une action 3 qui s'intitule Renforcer et pérenniser la filière de collecte et de traitement des navires de plaisance hors d'usage. Donc ça, c'était une action qui était déjà prévue dans la stratégie nationale mer et littoral. Donc on a un petit 1 qui est sécuriser le financement de la filière REP avec notamment la pérennisation de la team-up affectée à l'éco-organisme. Parce qu'en fait, l'éco-organisme de collecte des navires en fin de vie, c'est le seul éco-organisme qui aujourd'hui bénéficie d'une taxe affectée. C'est pas le cas pour les piles ou les ampoules, par exemple, qui ont où en fait c'est le producteur qui contribue à l'éco-organisme. Là, on a le producteur, mais aussi un peu de taxe qui vient aider l'éco-organisme. C'est évidemment traiter un navire de plaisance, c'est un peu plus complexe qu'une ampoule ou une pile. Donc, sur la pérennisation de la team-up, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Nous, on continue on continue à soutenir l'éco-organisme et je crois qu'on représente d'ailleurs un tiers de son budget de fonctionnement. Donc après, on a une question sur les metteurs en marché qui ne paient pas leur éco-contribution. Donc il y en a quelques-uns malheureusement. Donc là, on est en train de travailler sur des mécanismes pour les contraindre, enfin en tout cas les repérer, les identifier et les contraindre à payer leur éco-contribution à l'organisme.
Pour ce qui est du coût du transport, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait quand même un frein pour le plaisancier qui souhaitait se débarrasser de son navire hors d'usage, c'était le coût du transport. Aujourd'hui, l'Association pour la plaisance éco-responsable, donc c'est l'éco-organisme APER, prend en charge le transport de manière forfaitaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire connaître parce que c'est encore assez méconnu finalement. Donc il y a une prise en charge forfaitaire auprès de transporteurs qui sont agréés par l'éco-organisme. Et puis, on a aussi une autre difficulté, c'est lorsque les navires sont non transportables. Donc là, il faut les démanteler sur place et cela pose certaines difficultés, notamment en matière de protection de l'environnement. Donc là, il faut clarifier le cadre. On peut passer à l'action suivante, enfin à la slide suivante plutôt. Sur tout ce qui est, alors dès qu'on repère un navire abandonné, en fait, il y a une difficulté, c'est d'arriver à identifier le propriétaire pour pouvoir faire une déchéance de propriété. Donc, pour ce faire, concrètement, on accompagne les DDTN. On a notamment des formations qui sont mises en place pour les aider à accomplir ces démarches de déchéance de propriété. Donc, ça peut être aussi les ports de plaisance ou des chantiers navals aussi qui se retrouvent avec des épaves sur leur chantier. D'ailleurs, je crois que la FIN a fait un petit guide spécialement dédié au chantier. Et puis enfin, on souhaite mieux mailler le territoire en centre de déconstruction. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de centres de. En fait, ce sont des centres de tri préexistants, mais qui obtiennent une ICPE spécifique pour les bateaux de plaisance hors d'usage. Aujourd'hui, le territoire, il est quand même assez bien couvert, mais on constate qu'il y a des zones, notamment dans le sud-ouest, où finalement les propriétaires doivent parcourir pas mal de kilomètres avant de pouvoir emmener leur navire dans le centre de déconstruction. Et il y a aussi une difficulté en outre-mer, où finalement, je crois qu'il n'y a un seul centre agréé pour le moment aux Antilles. On peut passer à l'action, à la slide suivante. Alors, donc aujourd'hui, donc comme je vous enfin, non, je ne l'ai pas dit encore, mais au niveau de l'Union européenne, le seul pays qui est doté d'une filière de collecte et de traitement des navires en fin de vie, c'est la France. Donc, ce qui crée une certaine distorsion de concurrence. Donc, nous, ce qu'on souhaite porter auprès de la Commission européenne, c'est que d'autres pays se mettent en marche pour eux aussi développer leur filière de traitement des navires en fin de vie. Donc, pas forcément de copier le modèle français, mais en tout cas de s'en inspirer et de pouvoir étendre ce dispositif de responsabilité élargie du producteur dans d'autres États membres. Et donc, pour contraindre les metteurs en marché, donc on a identifié plusieurs leviers. Donc notamment alors sur la déclaration écrite de conformité, c'est compliqué parce que c'est un document européen et comme on est le seul État membre à avoir une filière à responsabilité élargie du producteur, on ne peut pas mettre un champ qui ne concerne que la France dans un document européen. Mais en revanche, on va faire évoluer prochainement Démarche Plaisance, qui est notre site qui permet notamment aux distributeurs de faire les enregistrements des navires pour le compte du propriétaire, de l'acheteur. Et donc, pour vérifier qu'ils contribuent bien à la REP, ils doivent renseigner un numéro, un identifiant unique qui est attribué par l'ADEME. Donc, on va leur demander de renseigner ce numéro. Ce sera non contraignant, mais ce sera une première façon aussi de les sensibiliser. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors maintenant, on est sur l'action 4 qui va concerner plus spécifiquement les ports de plaisance. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Ok, donc, Oui, parce que tout à fait. parfois on me dit ah mais on t'entend pas, donc non mais là je dois avoir le bon micro. Alors, accompagner les ports de plaisance dans la transition écologique. Donc il y a une certification qui s'appelle Port Propre qui a été créée et mise en place par l'Union des ports de plaisance de PACA. Et cette certification Port Propre, elle devient aujourd'hui une norme ISO internationale.
Donc c'est une fierté. On a à peu près 23% des ports de plaisance français qui sont certifiés ports propres. Et l'objectif serait d'atteindre une couverture de 50% des ports de plaisance. Sachant qu'aujourd'hui, les ports de plaisance qui sont certifiés, ce sont les plus gros ports. On atteint quasiment 50%. Si on compte en nombre d'anneaux, on est quasiment à 50% de ports en nombre d'anneaux qui sont certifiés ports propres. Donc voilà, là-dessus, on sait on doit aller chercher des ports de taille plus intermédiaire pour qu'ils se lancent aussi dans la démarche. Donc cette certification elle doit évidemment être diffusée à l'échelle internationale. Et donc au point 3, donc là c'est un autre sujet, mais il y a eu un plan qui s'appelle Destination France. C'était dans le cadre du plan de relance et il a permis de financer des modernisations de ports de plaisance en incluant évidemment les enjeux de transition écologique. Donc ça a représenté 20 millions d'euros. Donc ces ports, ils ont pu se mettre en ordre de marche pour la transition écologique. Et l'objectif maintenant, c'est de valoriser en fait leurs actions pour que d'autres ports de plaisance qui ne s'étaient pas engagés dans la démarche à l'époque puissent s'inspirer et trouver des solutions adaptées à leurs problématiques. Et puis, on a un dernier item qui concerne l'ingénierie financière, parce que, il existe des aides publiques, mais elles sont parfois méconnues. Et pourtant, elles permettent de répondre à des besoins en travaux, notamment pour les collectivités qui accueillent des ports de plaisance. Donc, il y a par exemple le Fonds vert, mais il y a certainement d'autres aides publiques qui doivent être mobilisées ou tout du moins être demandées, on va dire, pour accompagner les ports de plaisance. Voilà pour ce qui était de la transition écologique des ports. Et enfin, donc c'est un dernier item toujours sur les ports de plaisance. Donc ils font face au changement climatique, à l'élévation du niveau de la mer, au recul du trait de côte. Et pour cela, on va travailler avec le CEREMA pour identifier des spécificités par port. Par exemple, un port qui fait face à la fois un risque de submersion marine et un recul du trait de côte. Si on croise les deux avec les cartes de montée des eaux à 30 et 100 ans, quelles seraient en fait les solutions idéales pour pouvoir l'accompagner? Donc c'est ce travail-là qu'on va mener avec le CEREMA afin de pouvoir les aider à mieux anticiper. Et je crois que j'ai terminé. Donc je passe la parole à Solveig. Je reprends la main pour la fin de ces actions. Donc on a une autre action prioritaire également sur laquelle on a commencé, à travailler avec, la DG Emploi. Enfin, la DG Emploi d'ailleurs a surtout commencé à travailler dessus, et qui, c'est vrai, est un sujet que vous connaissez très certainement et qui revient très régulièrement, dans plusieurs, secteurs, de l'activité du nautisme, hein, aussi bien des plaisanciers, que de l'industrie et cetera. C'est vraiment du côté des collectivités, donc c'est le soutien au développement des, zones de mouillage, à équipement léger. Donc c'est vrai qu'il a été identifié un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre de ces SMEL, et donc l'objectif, c'est, vraiment de pouvoir accompagner, enfin qu'on crée un accompagnement national, de ces SMEL, qu'on puisse simplifier aussi, les procédures, et voilà, et proposer un modèle économique, parce qu'on a pu observer que voilà, il y avait des difficultés, dans ce sens-là, dans l'équilibre économique, des SMEL. Donc voilà, pour ça, on a un certain nombre d'actions qui ont été identifiées. Donc tout d'abord, en commençant par le commencement, c'est-à-dire réaliser une cartographie, des SMEL, déjà existantes ou en cours de mise en place. Donc là, Élise, si je me trompe pas, une action là qui va bientôt, pouvoir être publiée, parce que la DG Emploi a travaillé dessus là depuis un certain temps. Oui, je peux éventuellement apporter une petite Oui, précision là-dessus. Donc, à partir des données centralisées du CACEM, donc je pense que vous connaissez tous le CACEM, donc on a consulté leur base de données, on a épluché tous les arrêtés SMEL et on est en train de constituer une base de données nationale
avec les informations sur les semelles, donc à la fois leur date de mise en service, le nombre d'anneaux, le montant de la redevance. Et ça va nous permettre d'avoir une vision nationale à la fois économique et, on va dire, géographique des semelles. Mm, mm. Merci. Ouais, n'hésite pas, Élise, à me compléter dans les différents points parce que tu es peut-être plus au courant que moi sur les dernières mises à jour de cette action. Mais donc ensuite, donc, le sujet de pouvoir réaliser une étude sur l'équilibre économique des SMEL et ensuite de réaliser un diagnostic des secteurs qui sont les plus impactés par les pressions d'ancrage. Donc c'est vrai qu'en fait, tout ça, c'est des éléments par lesquels il faut commencer. Enfin, tout ça, ça permet d'avoir un diagnostic assez général pour pouvoir ensuite accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ces zones de mouillage à équipement léger. Ouais, Elise, vas-y. Oui, d'ailleurs, j'en profite parce que quelque part, vous êtes un peu aussi nos interlocuteurs sur ce sujet-là. Parce que comme vous le voyez, on sait qu'il y a beaucoup de littérature, d'études qui existent sur l'impact des semelles, sur la recolonisation du milieu naturel et tout ça. On aimerait bien pouvoir compiler toutes ces recherches, toutes ces études qui sont parfois locales, mais on aimerait pouvoir en faire un diagnostic national. Donc, si jamais vous avez, j'ai un moucheron qui me tourne autour, si jamais vous avez des documents au sein de vos parcs ou au sein de l'OFB, on serait très intéressé de pouvoir les récupérer. Si vous pouvez nous les envoyer, ce serait avec plaisir. Et donc, je poursuis sur les points de mise en œuvre de cette action. Donc, ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir évaluer en fait l'efficacité des zones qui sont interdites à l'ancrage. Et en vérifiant, et là aussi, je pense on fera ça très certainement appel à un certain nombre d'entre vous, et donc avec un suivi évidemment de la recolonisation des milieux naturels. Donc ça aussi, ça nous permettra de faire un diagnostic, pardon, de l'existant. D'évaluer enfin les effets report des zones interdites au mouillage et les semelles sur les autres bassins de navigation. Et le sujet de la complexité des procédures administratives qui sont en fait tout le montage des dossiers en amont de la mise en place d'une SMEL. Donc ça, si je ne me trompe pas, on n'a pas commencé, Élise, sur ce sujet-là. Non, pas encore. Sur les... ouais, Enfin, on sait où sont les difficultés, notamment sur les Mm. renouvellements de semaines, mais on n'a pas encore attaqué les procédures administratives. Ouais, renouvellement en effet enfin, c'est en deuxième étape et c'est un sujet qui est identifié aussi parce que c'est une difficulté, le sujet du renouvellement, mais en amont aussi, toute la complexité du montage de dossiers en fait pour pouvoir mettre en place une SMEL sur son territoire. Donc voilà, c'est assez lourd en fait. Enfin, c'est une de nos actions qui, je pense, va nous prendre beaucoup de temps et en même temps qui est vraiment soulignée comme celle qui préoccupe beaucoup d'acteurs. Et je crois que oui, voilà. Et donc, bon, c'est ce qu'on vous disait. La suite de l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'AOT de longue durée, donc déjà rallonger la durée, et ensuite faciliter les dossiers en fait de demande de reconduction d'une AOT. Donc, et oui, pardon, et enfin le sujet des redevances domaniales, de pouvoir les réduire lorsque la réduction des pressions en fait est avérée. Et ça aussi, si je ne me trompe pas, Élise, vous avez commencé à en discuter avec les autres administrations qui sont concernées par le sujet de la redevance. Oui, tout à fait. On a des échanges notamment avec la Direction générale des finances publiques et quelques directions départementales des finances publiques pour la façade méditerranéenne. Et donc enfin le dernier point, eh bien c'est avec tous ces éléments et d'ailleurs on commence la semaine prochaine, c'est de pouvoir organiser, monter une formation à destination des collectivités qui seront porteuses de projets pour la mise en place d'une SMEL et donc on travaille en lien avec l'ANEL notamment pour pouvoir voilà, former les élus qui seraient concernés et voilà, leur mettre à disposition tous les outils que nous, on aura pu développer. Donc voilà, c'est un sujet on commence dès la semaine prochaine avec l'ANEL. Donc voilà pour ce qui est de l'action sur les SMEL.
Pardon, j'arrive pas à passer. Voilà. Vous avez peut-être Euh, des questions, des remarques par rapport à cette action sur les semelles? Parce que dans les parcs marins, vous êtes quand même très souvent pourvus de semelles. Il y avait un guide qui avait été présenté quand on avait organisé une journée là sur les mouillages pour la création des semelles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez avec vous? C'est le guide qui a oui, été oui, fait par l'OFB? je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. celui-ci, on l'a. Ouais. Oui, bonjour. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, Laurent Cheyer du Parc des Calanques. Je pense effectivement qu'il est vraiment crucial de pouvoir obtenir des FIP, la gratuité de la redevance sur les AOT pour les semelles parce que les collectivités ne comprennent pas toujours qu'elles souhaitent être vertueuses en étant maîtres d'ouvrage d'une semelle et qu'en plus on les fait payer alors que, évidemment, en termes de politique publique, cela devrait être gratuit. Donc, si vous pouvez influencer sur ces postures, ça serait quand même très bénéfique. Mm. Ouais. Alors la gratuité, clairement, ce sera très compliqué parce qu'on, enfin, en fait, c'est une politique qui est assise sur le CG3P et c'est malheureux, mais un peu la vision des finances publiques là-dessus, c'est ben, on utilise le domaine public maritime, donc il faut qu'il y ait des rentrées d'argent en face. Donc la gratuité, clairement, je pense que ce sera compliqué. Par contre, il est toujours possible de négocier avec la DDFIP et la personne qui peut vous aider à le faire, c'est le directeur, c'est le DDTM. C'est lui qui peut présenter le projet à la DDFIP et tenter d'avoir une négociation pour que la redevance soit minimisée. Avant que nous, on puisse arriver à faire quelque chose de national, mais encore une fois, ce sera compliqué parce que c'est chaque DDFIP qui fixe le montant des redevances. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait essayer d'aboutir à une discussion nationale avec une règle nationale pour que les Mm. DDFIC ne se sentent pas obligés de prélever Ouais. et qu'ils aient un go national. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait Mm. intervenir. Bah ouais, c'est un peu en fait, c'est le combat qu'on essaye de mener, hein. Donc déjà, nous, notre base de données avec les données économiques, elle va nous permettre de mettre en avant qu'il y a des disparités sur le territoire. Et après, il y a tout un travail d'arriver à les convaincre que bah, c'est pas juste en fait une utilisation du domaine public à des fins économiques en fait de rentrée d'argent pour les collectivités, enfin pour le porteur de projet. C'est aussi de la protection de l'environnement. Mais ça c'est compliqué, hein. Ouais, Enfin, on je peut vous cache pas comprendre votre question. que déjà une semelle, ils savent pas du tout ce que c'est. Enfin, eux, ils voient très bien ce que c'est qu'une terrasse de café, mais après, quand on leur parle de mouillage pour les navires, il faudra vraiment tout reprendre à zéro, quoi. Après, c'est vrai que lorsqu'on a une semelle qui est rentable, comme celle peut-être du côté de Saint-Tropez, je crois qu'il y en a une récente là, qui a été mise en place, où il y a Ouais. des énormes loyers. Là, il y a pas de problème pour qu'il y ait une redevance. Bah, en fait, la rentabilité, là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va récupérer tous les bilans, enfin, on va tenter de récupérer tous les bilans financiers des SMEL pour voir justement quel est l'équilibre ou le non-équilibre économique. C'est vraiment une étude économique qu'on va faire et pour ça, il faut que les gestionnaires jouent le jeu de faire leur bilan financier, sinon on n'y arrivera pas. Ouais, très bien. Et sinon, juste autre chose, on parle de modèle économique et il est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à correctement progresser sur à la fois les crédits carbone ou les crédits biodiversité afin de pouvoir aider les porteurs de projets à faire rentrer de l'argent par ce biais. Oui, tout à fait. Je sais que c'est un travail qui est mené en ce moment par nos collègues de la DEB. Et c'est pareil, je crois qu'il y a encore deux philosophies qui s'affrontent entre, en gros, créer des droits à polluer et créer un système qui soit uniquement de la protection de l'environnement. Et eux, ils sont plutôt opposés à ce qu'on crée des droits à polluer. Je vous Galéane. remercie pour ces échanges.
Il y Et a encore, Léane Cheminot, oui, qui a levé la main. D'autres personnes, le temps est passé vite. Je vous propose qu'on prenne encore. Est-ce qu'il vous restait des slides, Il nous en Meg reste et... deux, mais enfin, je pense, enfin, là, vous en avez une sous les yeux qui mérite pas d'y passer non plus, enfin, qui mérite pas, non pas que ce soit pas important, mais on peut passer rapidement et prendre peut-être les échanges, hein, mais bon, très, très rapidement, voilà, on a une action sur les sujets de sensibilisation des plaisanciers et socio-professionnels. Je rentre pas dans les détails, je pense que vous les connaissez très bien. Donc, on a identifié plusieurs facteurs qui permettraient d'améliorer cette implication et sensibilisation. Je vous cite pas là tous les outils que vous connaissez évidemment par cœur et le but c'est de pouvoir voilà, mieux les diffuser, les améliorer, de mener des communications sur ces différents outils et une en particulier, et ça je sais que c'est un sujet dont on avait parlé notamment avec les Anne sur les sujets d'ancrage et des sujets d'interdiction, d'autorisation sur les espaces qui sont sensibles et ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, un sujet, ça c'était une des actions. Et la dernière, je passe rapidement, c'est le sujet de la modernisation du permis plaisance pour pouvoir y intégrer dedans les sujets de protection environnementale et sujets de sécurité des activités nautiques. Donc voilà, je rentre pas dans les détails parce que c'est peut-être, c'est simplement ces deux items-là et je sais que la DG AMPA est en train d'y travailler en ce moment. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation des actions et comme ça on peut poursuivre les échanges. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et bravo pour ces travaux. Il y avait Marie Le Baron et Léane Cheminot et Yannick Villevaux qui souhaitaient intervenir. Vous étiez qui avait levé en c'est premier, Léane d'abord, après Léane. c'est Ok, Marie et après c'est Yannick. merci Loïc. On t'entend pas, Léane. Ah non, Léane, il marche pas ton micro. Non, bah, ça y est. Ah, ça y est. Ok, Ouais. c'est bon. Ouais, j'ai un souci avec mon casque. Non, c'était simplement pour dire qu'on a à peu près tous les outils, enfin toutes les ressources nécessaires pour vous aider à mener ces travaux justement sur la cartographie des semelles existances en Méditerranée. On a toutes les couches, etc. C'est un travail qui a été fait par la DIRM. Donc ça, on pourra vous fournir tout ça. Et aussi, on est en train de sortir différents guides justement d'accompagnement à la réalisation des CCTP, aussi bien pour recruter un AMO enfin, voilà, pour faire le PGE type, etc. Donc, on va avoir tout un panel de documents disponibles. Donc, ça, on pourra vous envoyer aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, ouais, je rejoins Laurent Cheillère là, sur le volet redevance. C'est vraiment le point, pour moi, le plus important. Et suite à tous les échanges qu'on a eus avec les porteurs de projets de SMEL, pour avoir un modèle économique viable et pouvoir continuer à développer des SMEL, sans une redevance un peu plus faible, je pense que ça peut être très compliqué. Donc voilà, on rejoint totalement ce qui a été dit et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des compléments sur tout ça. Merci beaucoup, Léane. Merci Peut-être que... Madame Le Baron, hop, Marie Le Baron. Oh. Ouais, je vais peut-être dire Ouais, un j'en mot. ai pas pour longtemps, Je vous en prie. Rachel. C'est juste Vas-y. pour compléter aussi sur, sur notamment tout ce qui est évaluation des pressions. Nous, on a quelques études là sur la façade atlantique qui peuvent contribuer, je pense, à vous aider là-dessus. Et moi, je voulais réagir aussi sur la question de la redevance parce que donc moi, je suis à l'OFB, à la délégation de façade atlantique, et je pense qu'il y a effectivement un sujet, mais dans la présentation, là, j'ai entendu parler que de SMEL, et pour moi, SMEL ne veut pas forcément dire évitement des impacts. Enfin, c'est pas systématique. En Bretagne, on a plein de SMEL qui sont pas équipés de mouillage écologique, et pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, je pense ça peut s'entendre de limiter la redevance quand les zones de mouillage sont équipées en mouillage de moindre impact, mais c'est pas forcément la notion de SMEL qui prévaut, quoi. C'est vraiment l'équipement en mouillage de moindre impact, et SMEL ne veut pas dire mouillage de moindre impact de manière systématique. Il y a plein de SMEL qui ne sont pas encore équipés. Voilà. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, si vous avez des études sur l'impact négatif d'une SMEL ou l'impact positif d'une SMEL éco-conçue,
toutes ces données-là, toutes ces infos-là, on aimerait bien pouvoir les synthétiser, encore une fois, pour avoir une vision nationale et peut-être confier ça, on imagine confier ça à des étudiants, enfin des chercheurs, donc ça peut être des étudiants en master, voire au-delà, éventuellement pour qu'ils puissent nous faire une synthèse et des propositions. Donc, voilà. Et d'ailleurs, en effet, le sujet est bien identifié dans nos travaux du fait que les demandes de réduction de redevances domaniales soient affectées lorsque la réduction des pressions est bien avérée. Merci beaucoup, Yannick, puis Gwenola. Oui, merci de me donner la parole. Mais déjà, merci pour vos travaux et l'engagement. Je voulais savoir dans les premières actions, donc je ne sais pas si Élise, vous savez, en fait, vous étiez peut-être pas là au début, mais je suis président de l'Association française bateau électrique. Enfin, on se connaît avec Solveig. Je voulais savoir dans les premières actions que vous avez présentées sur les propulsions électriques et même les recharges dans les ports de plaisance, est-ce que vous avez déjà finalisé les membres du groupe de travail? Est-ce qu'il y a possibilité de nous intégrer pour ces questions? Bien Non, sûr. pour être tout à fait honnête, ce groupe de travail, pour l'instant, il n'est pas encore D'accord. Oui, je m'en doutais constitué. un Donc, peu. mais Oui, évidemment, vous représentez la voilà. FBE, On c'est se ça? Oui, présente et évidemment. on gardera contact, mais au travers de Solveig, Ouais. je pense que ça sera Oui, facile. oui, Ouais, bien tout à sûr. fait. Bien sûr, je pense que ça va être Yannick, un groupe de travail qui va être mené, je pense, enfin mené. En tout cas, lorsqu'on avait construit la feuille de route, mais la FBE devait être représentée et ça devait être Guillaume Arnaud Deslions qui pilotait ce GT parce que je pense que c'est lui Mhm. qui est dédié à la fin à ces sujets et donc il faut seulement qu'on se remette en ordre de marche avec Guillaume Ouais, d'accord. pour Ouais, en tout relancer, cas, mais évidemment, on manquera pas d'intégrer la FBE dedans. merci. Merci beaucoup. Donc, Gwenola, puis Tiffaine Rivière, du PNM Martinique. C'était Tiffaine d'abord, mais je prends. Ah, C'est pardon. très rapide de mon Désolée. côté. C'est juste pour dire que vous n'étiez pas là à la première partie, mais on a un webinaire qui est prévu à l'automne 2026 sur les mouillages innovants. Et du coup, je voulais savoir si votre action qui est classée dans les prioritaires et donc à lancer très prochainement, est-ce qu'elle va pouvoir attendre peut-être ces échanges-là qui nous vont permettre de susciter des retours peut-être un peu plus construits vis-à-vis du sujet de votre action, ou voilà, ou si les calendriers ne sont pas compatibles. Oui, donc pour faire suite à ce que dit Gwenola, donc on a un webinaire sur le deuxième semestre 2026 qui sera un petit peu l'occasion de faire le point sur tout ce qui est impact des mouillages et les politiques de mouillage et les technologies disponibles, puisque dans le cadre du programme, on avait fait des rencontres interprofessionnelles en 2019 qui étaient dédiées à cette thématique-là. Et du coup, on va essayer de faire un point de l'état de l'art sur les différentes façades. Donc voilà, on peut continuer à discuter sur le sujet et puis voir. Je ne sais pas quel est votre calendrier sur cette action. Vous disiez que vous étiez prêt à publier certains éléments déjà. Sur les Ouais. emails, on finalise la base de données pour fin décembre. Et ensuite, toutes les données vont être implémentées dans le portail Géolittoral. Donc ça, ce sera au premier trimestre, donc ce sera consultable via Géolittoral. Mais oui, on pourra tout à fait vous faire un point d'étape. De toute façon, Je c'est des pense que travaux qui vont d'ici se mener sur l'automne, tout 2026. Ce qu'on aimerait bien, c'est aboutir pour on va dire à l'automne. Et à ce moment-là, on profiterait du forum mouillage. Alors, je m'avance peut-être, hein, je ne suis pas à la DIRMED, mais bon, ils avaient normalement, c'est partie du principe qu'ils en faisaient un tous les 2 ans. Donc, le dernier ayant eu lieu en 2024, on se dit que le prochain sera peut-être novembre 2026. Donc, on pourrait faire une présentation, un rendu des travaux, en fait. tout à fait. Ok, merci beaucoup.
Donc, Tiffaine Je me Rivière. permets, merci Ouais, Rachel. ouais, je t'en prie. Deux, trois remarques pour l'outre-mer en particulier, la Martinique. Je ne sais pas si l'ensemble des territoires sont concernés. Je reviens sur les propulsions alternatives. Je tire juste votre attention que, enfin, au vu des remontées que nous, on a du territoire et de certains acteurs qui se lancent, notamment sur du solaire, donc avec batterie, il y a un grand sujet autour des batteries, puisque comme vous savez, le transport de batteries au lithium est complexe et du coup ça complexifie et ça fait flamber en fait les prix à la fois de l'installation, mais surtout de l'entretien. Donc voilà, c'est vraiment un point de blocage qui freine énormément. Alors, je parle petit navire, on a évoqué récemment aussi tout ce qui est vedette, interile, etc., ce qui serait aussi un grand sujet, mais là encore, voilà, ils ont un petit peu peur d'essuyer les plâtres sur des modèles du coup économiques là qui seraient assez compliqués à entretenir. Voilà sur ce point motorisation et je remets une couche sur les semelles alors pas sur l'aspect redevance, nous, on en est, entre guillemets, qu'à encore avoir des problèmes en termes de communication, enfin, en tout cas en termes d'intégrité de l'outil, et j'en fais des frais sur un projet porté par le parc là, dans ce contexte électoral. Donc, j'insiste sur donc super idée d'avoir cette formation auprès des élus. N'hésitez pas à en remettre 4 couches sur les élus d'outre-mer sans vouloir insister, mais voilà, et même, je veux dire, à l'échelle nationale, peut-être un petit peu dédiabolisé. Alors, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais cet outil, en tout cas, nous, on a un petit peu ce versant-là voilà, d'occupation de la mer, etc. Et donc, et sans avoir justement ce volet positif de réduction des impacts et d'optimisation justement de l'espace. Donc voilà, en rajouter, on a vraiment besoin de soutien, on va dire, à tous les niveaux sur ces sujets-là, que ce soit élus, population ou autres. Donc voilà, c'est un point essentiel et la formation des élus le sera également, avec cette petite particularité également, et là c'est peut-être un travail un peu plus juridique, que finalement on n'a pas de saison, et donc le côté, je pense que c'est quelque chose qui avait déjà été remonté, le côté qui est censé être voilà, démontable, etc. Oui, il l'est, mais de fait, il ne le sera pas dans nos territoires, ou très peu. Donc voilà, ça encore, c'est une particularité, voilà, un petit trou dans la raquette qui nous permet d'utiliser cet outil-là, mais il serait bon voilà, de l'asseoir peut-être juridiquement de manière un peu plus claire. Voilà, merci. C'est bien pris. Merci beaucoup. Merci, Tiffaine. Il y a encore une Ouais, une dernière intervention. question, une remarque. Donc, Delphine Martin du PNN Bassin d'Arcachon. Oui, alors, est-ce qu'on m'entend bien? On vous entend très bien. Ok. Oui, bah justement, nous, les SMEL, on est en plein dedans, hein, parce que vous savez que les parcs marins sont consultés en fait dans le cadre de la réactualisation de SMEL. Et donc, on est saisi pour avis. Là, on est dans une période où justement, on va voir un certain nombre de communes qui sont concernées, dont une commune qui représente en fait plus de la moitié des SMEL sur le bassin d'Arcachon. Donc en fait, ces avis justement nous permettent aussi de répondre à certains sujets là qu'on a évoqués pour réduire l'impact sur les milieux, pour généraliser aussi l'implantation de mouillage à moindre impact écologique, et aussi d'abandonner petit à petit, parce que ce qui se passe chez nous, c'est qu'il y a de la pose et dépose d'ancrage béton qui ont lieu à chaque début et chaque fin de saison, donc pour les remplacer par des ancrages à vis. Et donc c'est vrai qu'on fait un travail préalable de concertation avec les communes pour aider en fait au montage des dossiers. Donc c'est vrai qu'on évoque justement les différents points là que vous avez soulevés. C'est un travail que nous on commence à faire déjà en amont avant d'être saisi pour avis. Merci beaucoup. Solveig, Élise, est-ce que vous vouliez réagir? Je vais peut-être remonter un petit peu les remarques qui ont été faites dans le chat, et moi, pour ma part, j'avais quelques questions également. Il y avait Sébastien Mélin, donc, du PNM
l'histoire de Gironde, maire d'Épertuis, qui réagissait, je pense, c'est sur la taxe Team. Team Up Tax qui parlait en dessous de 5 mètres pour l'augmentation de la taxe. Donc, c'était une question. Et les VNM. Ensuite, Léane qui a partagé des travaux. Il y avait Michel Lénard de la Drille Bretagne qui disait que dans le cadre de la mise en œuvre des zones de protection forte, de nombreux sites feront l'objet d'interdiction de mouillage, notamment sur les herbiers de zoostère. Jean Mélin, à nouveau, sur le suivi des IM prises uniquement pour préserver des habitats ou également des IM prises pour d'autres raisons comme les câbles, mais permettant de préserver des habitats sensibles. Alors, donc, c'était une question. Ensuite, Monsieur Ledard parlait des ZPF. Il doit y avoir une évaluation de l'efficacité de la mesure. Léane, voilà, qui est intervenue tout à l'heure. Sébastien qui est à nouveau interrogé sur la gratuité pour un service rendu à des usagers qui ne sont qu'une petite partie des contribuables. Ce à quoi Sandra Roundé-Cariou de l'OFB répondait sur la gratuité. Moi, j'avais quelques questions pour vous pour finir donc, sur ce sujet de la feuille de route. Rapidement, je me demandais ce que faisaient les autres les autres pays pour la déconstruction. Et puis, j'avais pas bien saisi, parce que c'est une question qui revient souvent sur le remorquage, si on était dans la gratuité ou par quel canal il fallait passer. Parce que c'est aussi un petit peu un frein pour pas mal de déconstruction. Et puis, j'avais une question plutôt d'ordre juridique, de savoir en fait si la filière nautique était plutôt à suivre les accords de Paris avec le moins 30 en 2030 sur la décarbonation ou suivait, enfin de toute façon c'est un petit peu la même, la filière maritime de l'OMI, voilà, de savoir un petit peu quels étaient les objectifs chiffrés sur la décarbonation et les échéances. Solveig, sur les objectifs chiffrés pour la filière, tu veux répondre? En tout, en tout cas, ce qu'on peut vous... Alors moi, les objectifs chiffrés, je ne les connais pas. Je ne sais pas si tu les connais. En tout cas, la Fédération des industries nautiques, ils ont bénéficié d'une aide au titre du Fonds d'intervention maritime en 2024 pour à la fois réaliser l'analyse du cycle de vie des navires et les bilans carbone des entreprises. Donc ça, ce sont deux outils qui devraient être finalisés pour 2026. Ce sont deux outils qui vont permettre de réduire l'impact de la filière. Ok, ouais, parfait. Parce qu'il y a des entreprises avec lesquelles on échange qui parlent ouvertement, clairement de notre technologie permet d'être dans les moins 30 en 2030 en proposant un moteur auxiliaire électrique, par exemple, pour les manœuvres de port ou des choses comme ça, quoi. Donc, en fait, c'était pour essayer de cadrer un petit peu ce qu'il en était, quoi. Ouais, mais bon, après, il y a différentes façons de compter aussi. Est-ce qu'on compte que l'usage ou est-ce qu'on compte le coût de fabrication, donc d'extraction minière? Donc voilà, c'est la méthodologie analyse du cycle de vie et bilan carbone des entreprises va permettre d'objectiver en fait ces déclarations. D'accord. Et sur la filière, sur les émissions, il n'y a pas de... Sur les émissions, très franchement, la plaisance en termes d'émissions, c'est vraiment pas grand-chose C'est assez à l'échelle de la planète, hein. Ok. On n'est pas sur le transport maritime, enfin en effet, il y a la feuille de route comment elle s'appelle, du maritime qui Ouais, donne des gros chiffres pour la plaisance. C'est quand ouais, même, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes échelles et donc en effet, on n'a pas ces objectifs-là. d'accord. Après, évidemment, la filière est engagée en Ouais, effet, l'AFIN a ses outils. ouais. Après, enfin, c'est parce que c'est la filière de l'industrie, hein, mais après, même les autres Mm. filières, c'est compliqué d'avoir, enfin, les autres filières, les Oui, autres familles du nautisme et de la plaisance, c'est compliqué d'aller sur des objectifs chiffrés de décarbonation.
D'accord, Donc, ok. on est Ouais, plutôt sur des actions, comme vous pouvez le voir, de limitation d'impact, de ouais. protection, de choses comme ça. Mais pour une Mm. filière qui est sur de la navigation, enfin, c'est Ouais, enfin, légère, pas seulement légère, mais voilà, on s'entend par rapport à d'autres activités du maritime, voilà, mm. c'est pas du tout les mêmes échelles. Donc, Ouais, après, merci. enfin, Merci beaucoup. Ouais. Je me posais la question du cadre parce que vraiment, on entend différentes choses et du coup, c'est vrai que je savais pas, on sait pas trop si c'est contraignant. Et du coup, pour le remorquage, pour les BPHU et les expériences à l'étranger, nos voisins Alors, font quoi? il n'y a pas, donc, comme je vous le disais, en tout l'étranger, il y en a cas, pas. à l'échelle de l'Union européenne, il n'y a pas d'autres filières à responsabilité élargie du producteur. Pour le coup, Pas on est seul. un peu exemplaire en France. On est les seuls à avoir mis en place cette filière. Donc après, j'imagine que les navires en fin de vie sont traités dans des centres de tri peut-être lambda. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Et pour la prise en charge financière du transport, en fait, c'est quand le navire il est dans un jardin, par exemple, et il faut le transporter à un centre de tri. Donc là, il y a une prise en charge forfaitaire. Et il faut aller sur le site de la PER, vous avez Ok. tout le référentiel en fait de prise en charge. Par contre, c'est vrai que ça ne couvre pas 100% du coût du transport. Mm. C'est une aide, c'est un coup de pouce, mais ça prend pas, ça couvre pas 100%. Ok. Bah, très bien. Parce que ça, c'est une question qui nous revient souvent, en fait. Oui. Ouais. Mais ça, il faut, comme c'est nouveau, ça date du mois de septembre, il faut vraiment Oui, pas hésiter à communiquer dessus, à le faire savoir. oui, Ça peut déclencher chez certains propriétaires on va dire ouais, oui. Bah, Le petit truc. de courage passer d'emmener le Ouais. l'étape, navire ouais. au centre de De se, déconstruction, quoi. de se séparer de son bateau. Ok, Ouais. bah, très bien. Ce qui Je est vous le plus remercie compliqué beaucoup. parce que c'est le gisement qui se trouve chez les personnes, en fait, enfin chez les particuliers qu'on ne peut pas identifier. Donc, ce petit coup de pouce pourrait permettre justement de déclencher un certain nombre de déconstructions de bateaux auxquels la paire aujourd'hui n'a pas forcément de visibilité et d'accès. Donc, en effet, la communication là-dessus est assez essentielle. Et merci Rachel, tu as évoqué les différents sujets dans le chat, alors je ne sais pas si on va tout reprendre. Mais moi, j'ai une question, puisqu'on parle des ZPF. C'est vrai que moi, c'est une question qui me revient souvent de la part des professionnels et du nautisme et des plaisanciers. C'est un petit peu le cadre de mise en œuvre qui avait été peut-être un peu flou au début et qui, pour certains, l'est toujours, et notamment enfin, la mise en œuvre de ces zones de protection fortes. Peut-être, enfin, est-ce qu'il y a déjà des cartos? Est-ce qu'il va y avoir des consultations publiques? Est-ce que vous avez des informations un petit peu là-dessus? Alors peut-être que j'ai pas les dernières mises à jour, mais je suis preneuse s'il y en a concernant les ZPF. Alors les IM aussi, dont on parle moins, mais je prends aussi les informations sur les IM. Sur les IM, je peux juste dire une petite chose. On va, à la demande, je ne sais plus qui nous a fait remonter ça, je crois que c'était WWF, on va inclure aussi les IM dans notre cartographie. Nora Asmel, les IM. Mais Ah bah les IM, super. il y en a très peu en fait. Oui, ok. Et Bon, bah, écoutez, Sur vous les vouliez. ZPF, Ouais. sur les ZPF, je peux apporter un peu d'informations si vous voulez. Donc, moi, je suis Michel Ledard, chargé de mission référent milieu marin à la DREAL Bretagne. Et donc, on pilote, sur la façade atlantique, c'est les DREAL qui pilotent la mise en œuvre de cette action des documents stratégiques de façade. Et donc, là, si vous voulez une carto à jour, il y a les stratégies de façade maritime, au moins pour la façade NAMO, qui viennent juste d'être signées par les préfets suite au Conseil maritime de façade. Là, ça date du 25 novembre. Donc, vous aurez toutes les cartes actualisées des ZPF existantes et des ZPF potentielles sur lesquelles on doit travailler avec les différents partenaires, notamment le service de l'État le plus souvent. D'accord, parce que après, en fait, pour la détermination de ces, enfin, parce que j'ai un souvenir, mais qui date de la définition, en fait, de ces zones dans mon souvenir,
dans les textes étaient un petit peu flous et donc ma question c'était de savoir, avant de savoir comment elle est déterminée, peut-être de savoir aussi si les professionnels, si les acteurs vont à un moment ou à un autre être consultés en fait sur les zones qui vont être, elles le sont du coup peut-être vous me dites dans les conseils maritimes de façade. Bah, oui, les structures qui sont représentées au Conseil maritime de façade ont été Ouais, informées le 25 novembre là, via le Conseil maritime de façade et bien avant via des commissions permanentes où ils sont associés également. d'accord, Après, chaque projet de ZPF est concerté au niveau local, quoi. Donc, ce sont d'accord. les acteurs du territoire qui se sont concertés à ce moment-là, mais c'est notamment les collectivités, les acteurs socio-économiques, enfin, tout le monde tous les acteurs d'un territoire concerné par une ZPF sont concertés dans le cadre de la mise en œuvre s'il y a une procédure réglementaire, notamment s'il y a un arrêté de protection, par exemple, il y a des concertations obligatoires. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, sinon, vous avez l'instruction ministérielle que vous devez connaître qui date du 8 septembre sur le milieu Oui, maritime et oui, ça fait exactement. qui normalement est le document officiel de référence maintenant pour le cadrage, quoi. Ok, très Et bien. Merci qui beaucoup. liste d'ailleurs un certain nombre d'activités incompatibles avec la labellisation ZPF, mais les mouillages sont pas, par exemple, les mouillages sont pas dans cette liste. Par contre, donc, pour rebondir sur ce que disait Marie Le Baron tout à l'heure, c'est vrai que les semelles, par exemple, nous on les prend, elles sont labellisables ZPF si elles se disposent de mouillage de moindre impact. Mhm. Entendu. Donc voilà, Merci c'est beaucoup. en résumé. Merci beaucoup. Bon, eh bien, écoutez, à nouveau, un grand merci pour votre présence, pour cette intervention.